Beaucoup, Laure. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette conférence. Je remercie évidemment pour leur invitation tous les membres du MOB, Jocelyn, Michel, Laure, évidemment Aurélie, pour leur aide et leur accompagnement. Alors vous l'avez compris, ce soir le thème, ça va être celui de la diversité passée, des extinctions que le vivant a connues au cours de son histoire, et essayer de rentrer un peu plus dans le détail et puis peut-être au passage de tordre le cou à certaines idées reçues à ce sujet-là. Alors lorsque l'on parle de la biodiversité, on sait à peu près de quoi on parle, même si c'est une dimension, c'est une notion qui a de très nombreuses facettes. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de 2 millions d'espèces qui sont nommées, décrites, connues par les scientifiques. On estime ce nombre être une proportion minime de ce qui est réellement présent sur la planète aujourd'hui, peut-être 5%, peut-être beaucoup moins que ça. Et évidemment, je ne parle même pas, pourtant c'est mon métier, des espèces fossiles qui représentent aussi un champ complet d'ignorance par rapport à ce que l'on peut dire de la biodiversité. Alors ça ne nous empêche pas d'en parler, forcément, mais je vous montre cette image parce qu'elle est jolie, mais elle montre complètement aussi le biais cognitif que nous avons en tant que grands mammifères. Parce qu'en fait, ce genre d'image prise sur Internet, ça montre à quel point nous sommes à côté de la plaque lorsque l'on parle de biodiversité. Tout simplement parce que c'est dominé par ce que j'appelle les peluches, c'est-à-dire les mammifères. En fait, la vraie biodiversité, elle est là. Nous sommes invités sur une planète bactérienne et où nous sommes un représentant minime et minoritaire dans un monde qui est bien vivant, mais qui est imperceptible à notre regard. Et si vous n'aimez pas les bactéries ou les différents types de microbes, on pourrait aussi dire que nous sommes accueillis sur la planète des arthropodes, c'est-à-dire les insectes, les crustacés et leurs alliés, qui sont les véritables maîtres du globe et qui nous accueillent finalement, qui nous tolèrent. Si vous n'aimez pas les araignées chez vous, par exemple, en fait, on est chez elles, nous sommes chez elles. Alors forcément, lorsque l'on est entouré par cette myriade d'êtres vivants, le principe et une des plus grandes entreprises par les scientifiques depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est de mettre de l'ordre dans ce vivant. Et pas seulement dans les collections, mais aussi dans tous les êtres vivants que l'on connaît, en laboratoire ou ailleurs, ou in natura. Et non seulement on va nommer les espèces avec la taxinomie, mais on va aussi les classer avec la systématique, qui est la science des classifications, pour essayer de trouver un sens et d'organiser ce vivant d'une manière, si possible, logique, et aujourd'hui la logique c'est celle de l'évolution. Alors si vous avez des complexes en talent de dessin, vous voyez que Darwin n'était pas franchement le meilleur à ce titre-là, mais par contre la puissance intellectuelle de ce dessin il est très important, de même que la seule illustration de son origine des espèces. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que finalement c'est une préoccupation très ancienne, de comprendre comment la diversité est structurée. Et comment son histoire, finalement, qui est racontée par cet arbre et sa trajectoire, nous apprend, qu'est-ce que ça nous apprend sur notre origine, et puis probablement aussi sur notre destin. Alors aujourd'hui, ces classifications, elles sont un peu plus colorées, un peu plus modernes, et vous voyez que cette représentation ici, ça montre déjà que le vivant a une origine unique, ce qui est très intéressant en soi. Voilà un bouquet bactérien dont je vous parlais tout à l'heure, et puis vous avez tout en bas une petite branche ici que j'encadre qui représente toutes les cellules avec un vrai noyau, les cellules eucaryotes, groupe auquel nous appartenons. Et je vais faire un petit zoom sur ces eucaryotes. Alors cette fois-ci on va passer à une représentation un peu plus circulaire, vous voyez, ça évite une notion de progrès dans la manière dont on conçoit ces arbres du vivant, de les rendre circulaires, ça nous place là où nous sommes vraiment. C'est-à-dire que si on fait un zoom sur les eucaryotes ici, c'est un peu comme dans les plans de métro, nous sommes quelque part dans ce clade bleu, et ce clade bleu, ça va des étoiles de mer jusqu'aux primates. Et nous sommes une toute petite branche dans un des groupes ici, qui est celui des vertébrés cachés dans ce petit clade bleu. Forcément, exactement comme Copernic avait remis tout le monde à sa place au niveau de la planète, et Galilée, nous avons été remis à notre place par les systématiciens et puis par Hennig, Darwin et d'autres. En tout cas, ça nous montre aussi que nous avons nous sommes une toute petite composante de cette diversité et avec des responsabilités dont on reparlera tout à l'heure, mais qui sont assez intéressantes. Alors, on a beau être perdu dans cet arbre du vivant, on fait partie des espèces
à notre connaissance, on est la seule, mais rien n'empêche de penser autre chose, à s'intéresser à la diversité du passé, à l'histoire de cet arbre-là. L'arbre que je viens de vous montrer, toutes les branches sont visibles, ce sont des espèces actuelles, mais évidemment, il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit auparavant, qui nous ont précédés. Alors, quel est l'intérêt de se plonger dans le registre fossile et d'étudier cette diversité dans les temps géologiques? La première raison, elle est toute simple, c'est simplement que la période actuelle que nous connaissons, c'est une couche, c'est du vernis sur l'histoire de la planète et du vivant. C'est un peu plus de 4,5 milliards d'années, 4,5 milliards d'années pour l'histoire de la planète, c'est presque 4 milliards d'années pour le vivant. Et de se contenter du vernis tout en haut, ça serait vraiment une grosse erreur de notre part. L'essentiel des espèces qui ont peuplé la planète ont aujourd'hui disparu. Alors certes, les archives fossiles ne sont pas complètes, certes, on ne peut pas descendre très très loin non plus, mais de se priver de cette source, de cette base de données, ça serait vraiment une grosse erreur stratégique et scientifique. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qu'on parle beaucoup de l'érosion de la diversité actuelle. Nous traversons une crise et de simplement la contempler ou d'essayer de la résoudre en ne considérant qu'elle et les temps actuels, là aussi, ça serait une lourde erreur. Le registre fossile nous offre ceci d'important qu'il y a la flèche du temps. Le fait que l'on puisse se projeter dans l'histoire du vivant à l'échelle de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années, ça nous amène à au moins 4 points positifs. Le premier, c'est la perspective du temps long. On va pouvoir avoir du recul sur des phénomènes qui aujourd'hui nous paraissent longs mais qui sont excessivement courts à l'échelle des temps géologiques. Cette projection sur des millions ou des milliards d'années, c'est une source unique dont il ne faut pas se priver. L'autre intérêt, c'est que la planète a déjà connu des épisodes glaciaires monumentaux, une sorte de planète boule de neige. Elle a aussi connu des périodes sans glace, c'est-à-dire des contextes climatiques, environnementaux et même géographiques très différents de ceux d'aujourd'hui. On est passé par presque toutes les phases au cours de l'histoire de la Terre. Et bien de savoir comment le vivant réagit, s'adapte, ou disparaît, ou se remet de ces transformations environnementales, c'est finalement une sorte de démarche expérimentale, mais à l'échelle du globe. Exactement comme si la planète était une petite boîte de pétri et qu'on avait accès à un historique sur l'évolution de cette boîte. Donc on ne peut pas faire des expériences avec la planète, mais le registre fossile nous offre ce bilan analytique gratuitement. Ce qui va nous permettre de considérer des extinctions, sur lesquelles nous allons beaucoup insister ce soir, d'amplitude variable, et puis surtout dépourvues d'un des acteurs majeurs des extinctions modernes, c'est-à-dire l'être humain. Donc on a l'occasion d'étudier des facteurs naturels pour le phénomène de diversification et d'extinction. Voilà, j'espère avoir bien vendu mon métier, mais voilà à quoi on sert en fait. Alors maintenant que vous savez pourquoi étudier cette biodiversité passée, je vais simplement dire 2 mots du comment faire. Alors je suis obligé de simplifier ou de raccourcir pour tenir dans les temps. On pourra revenir sur les détails techniques si vous voulez, mais finalement le principe il est assez simple. Le premier travail, c'est celui qui fait plus rêver quand on nous voit sur le terrain avec nos chapeaux à la Indiana Jones, c'est d'aller sur le terrain évidemment, de chercher des fossiles, de les extraire. C'est pas toujours facile, puis de les identifier, c'est encore plus compliqué, et puis évidemment de les dater au passage. Une provenance, un lieu, une date, et puis une carte d'identité pour ces fossiles. Une fois que cette phase agréable a été faite, nous allons devoir évidemment compter, dénombrer ces différentes espèces. C'est aussi un travail qui est très chronophage et pas toujours évident. Quand vous avez un fémur d'un côté, un numérus de l'autre et un bout de crâne, à qui appartient quoi? Est-ce que c'est la même espèce ou pas? Combien de fois on la compte? Etc. etc. Mais en tout cas, on peut faire des estimations sur le nombre total d'espèces auxquelles nous avons affaire. Et puis une fois que nous avons ceci, nous allons utiliser les dates que nous avons pu récolter et établir une courbe de diversité. Ça pourrait paraître simple en mettant simplement des points sur un graphique, mais en pratique, il faut utiliser des méthodes statistiques plus ou moins compliquées pour tenir compte de l'incomplétude et des variations de préservation dans les archives paléontologiques. Mais finalement, le principe, c'est celui-ci.
Maintenant que vous savez pourquoi on le fait et comment on le fait, on va juste regarder un petit peu les résultats de ces investigations. Alors, on a beau être au XXIe siècle, c'est une démarche qui est très ancienne. L'idée, elle remonte à l'Antiquité. C'est plutôt au XIXe siècle que cette démarche devient vraiment prégnante chez les scientifiques. En 1850, l'Académie française des sciences a proposé un grand prix mondial, alors c'était surtout européen, à quiconque pourrait donner une idée de la trajectoire de la diversité fossile et des archives fossiles au cours des périodes géologiques. Donc c'était une sorte de challenge envoyé à tous les scientifiques. Alors l'un des premiers à avoir candidaté, à avoir beaucoup travaillé, c'était Heinrich Braun, un Allemand qui a compilé à son époque, à la main, toutes les connaissances fossiles du milieu du XIXe siècle. C'est un travail absolument monumental. Il l'a synthétisé sur une rare figure à la fin de son travail sur ces diagrammes en fuseau pour donner une idée un petit peu de la diversité de l'histoire, de la trajectoire, de la durée de certains groupes qui, pour certains, ont des durées de vie très courtes. Alors il s'est fait voler la vedette par un Anglais, comme si souvent, pour une raison simple, c'est que Phillips, lui, a eu la bonne idée non pas de faire un grand dictionnaire et un compendium, il a fait une courbe à partir de données et uniquement d'Angleterre. Il n'est pas sorti de son île, mais sa courbe, elle préfigure un petit peu les travaux que l'on connaît aujourd'hui, et surtout, il révèle plusieurs choses intéressantes. La première, c'est qu'il a une courbe en dos de chameau, avec plusieurs bosses, qu'il va nommer d'ailleurs, il voit qu'il y a des grands trous ici, donc il va nommer la première paléozoïque, mésozoïque et cénozoïque, qui sont encore les appellations que l'on utilise aujourd'hui. Son graphique montre ces grandes indentations, ces grands gouffres ici, et il en donne une interprétation très intéressante à l'époque. Il dit c'est un problème d'échantillonnage, les Anglais ne sont pas allés échantillonner très bien dans ces deux endroits-là, et on a un vrai problème d'enregistrement fossile et d'échantillonnage. Aujourd'hui, évidemment, on a une autre explication à cela, mais vous voyez que finalement, ça lui a servi à couper les grandes aires géologiques, puisque les extinctions, comme on le verra tout à l'heure, sont à l'origine de notre calendrier géologique. Et puis, si on fait un saut de presque un siècle, un peu plus d'un siècle dans le temps, on arrive chez Jack Sepkoski, un chercheur américain, il est à droite sur cette photo, qui lui, depuis les années 70, avec Dave Rope, a beaucoup travaillé sur... il a passé sa vie dans les bibliothèques universitaires, notamment à Chicago et puis au Michigan, pour compiler toutes les étendues stratigraphiques des familles d'invertébrés marins fossiles. Donc ça fait beaucoup de monde quand même. Et il a publié plusieurs séries de courbes et de données, de travaux analytiques très intéressants, et notamment cette courbe-là, qui est très intéressante, qui montre que dans les derniers 600 millions d'années, même si la vie existe depuis beaucoup plus longtemps que ça, cette vie est partie d'une manière presque exponentielle, aurait subi une sorte de plateau, puis une grande extinction ici, puis une rediversification presque exponentielle. Alors cette courbe, elle a été très commentée, elle est encore utilisée parfois dans les manuels scolaires, elle est absolument majeure, on reviendra dessus. Mais cette démarche, finalement, elle a été poursuivie, elle continue de l'être aujourd'hui, par plusieurs scientifiques dans le monde. Voici l'exemple d'un travail récent, et l'intérêt, on ne va pas apprendre ces courbes par cœur, mais Sepkoski avait déjà travaillé une autre courbe un peu plus raffinée, qui est celle que vous voyez en rouge ici, et ce que vous voyez en bleu et en noir, ce sont d'autres auteurs avec d'autres bases de données et d'autres méthodes analytiques qui ont approximé cette trajectoire du vivant, ici sur un petit intervalle, c'est toute l'ère primaire et le début de l'ère secondaire. Alors vous voyez que, certes, il y a de la variabilité, de la variation, on s'y attend de toute façon. Et la dernière courbe de 2020, ici, vous voyez qu'elle a une trajectoire qui imite et qui ressemble pas mal, tout est discutable, on n'a pas les barres d'erreur ici, mais qui ressemble beaucoup à certains de ces motifs de la trajectoire de la biodiversité. On remarquera aussi, au niveau des intervalles qui sont ici en jaune, on remarque des chutes de diversité. Ici, elle est dramatique, là, il y a environ 252 millions d'années. On reviendra sur ce point tout à l'heure. Donc il y a de la variabilité dans nos estimations, mais on sent quand même qu'il y a, depuis Sepkoski et d'autres, un signal de fond que le registre fossile ne cesse de nous renvoyer, quelle que soit la manière dont on considère les aléas de préservation, d'échantillonnage et les statistiques associées. Alors,
ce qui est intéressant, c'est de se dégager de cet aspect courbe temporelle. Les paléontologues sont un peu tombés dans ce piège pendant plusieurs décennies. Il est intéressant de faire 3 choses pour compléter cette approche. La première, c'est ne pas seulement reconsidérer la courbe en tant que telle, mais de regarder quelle est la trajectoire et les proportions de différents groupes d'êtres vivants à l'intérieur de cette courbe. Donc de colorier votre diagramme pour représenter la proportion de chacun de ces grands groupes animaux ou végétaux. Et vous voyez que sur ces graphiques, on voit quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire du vivant, c'est que même lorsqu'on vous dit que la trajectoire ou que la diversité est à peu près stable, il se passe des renouvellements majeurs à l'intérieur. Ce qui montre que le vivant est en perpétuel renouvellement. La pièce de théâtre continue d'être la même, mais les acteurs changent en permanence. Les proportions changent, parfois de manière dramatique, notamment au cours des grands phénomènes d'extinction. Donc ça, c'est la première information extrêmement importante. La deuxième information importante, c'est de sortir du tout temporel, de l'axe du temps, et de considérer en même temps l'axe spatial, c'est-à-dire la dimension spatiale. Qu'en est-il de la cartographie de cette biodiversité ? Chez les paléontologues, comme on est les maîtres du temps, on avait plutôt tendance à s'intéresser à cette flèche, à cet axe, et on a un peu négligé la cartographie, ce que les écologistes nous ont évidemment incités à faire. Aujourd'hui, on revient vraiment sur cette notion et dans la mesure où on sait que la biodiversité est structurée spatialement de manière très intéressante, avec des points chauds de la diversité, des hotspots de diversité, des zones qui en sont dépourvues, ça change au cours des temps géologiques, eh bien on commence à adopter des approches qui sont beaucoup plus spatiales et qui nous apprennent non pas juste le nombre d'espèces, mais aussi leur répartition géographique. Et puis le troisième pilier qui vient un peu nous dynamiser dans nos recherches, c'est un pilier que l'on n'attendait pas encore il y a une cinquantaine d'années, ce sont les données moléculaires. C'est-à-dire que l'ADN, l'ARN étudié ou d'autres molécules étudiées par des biologistes sur des espèces actuelles peuvent nous renseigner sur la trajectoire passée de la biodiversité. Comment est-ce qu'on arrive à accomplir ce miracle? C'est très simple, c'est qu'on va prendre les espèces actuelles et on va calibrer certains événements avec des données fossiles, mais très rares, qui nous permettent de savoir à partir de quel moment ces groupes se sont diversifiés et à quel moment les liens de parenté ici se sont mis en place d'un point de vue probabiliste. Et à partir de ces données moléculaires, on peut reconstruire avec différents modèles statistiques la diversité, le nombre d'espèces attendues sur chaque tranche de temps. Alors certes, il y a des barres d'erreur, hein, évidemment, il y a des intervalles de confiance, etc., mais c'est une approche qui vient compléter, parfois même défier les données issues des archives paléontologiques. Donc en combinant ces différentes approches, on commence à y voir de plus en plus clair sur cette trajectoire de la diversité, en plus de la diversité actuelle. Alors vous avez vu et vous avez entendu le mot extinction, on n'arrête pas d'en parler, nous sommes dans la 6e crise d'extinction, il y a des extinctions en masse. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une extinction? Ça peut paraître étrange de poser la question, mais vous verrez que finalement une extinction, c'est pas si évident que ça à définir et à calibrer. Tout d'abord, même si ce n'a pas été formalisé très tôt, et bien avant Braun ou Phillips, vous voyez que si on revient en France avec Georges Cuvier, dans son discours sur les révolutions à la surface du globe, il mentionne très clairement que la vie a été souvent troublée sur cette terre par des événements effroyables, des êtres vivants sans nombre ont été victimes de ces catastrophes. Alors les processus, les échelles de temps, etc. ne sont pas encore bien définis à l'échelle du fameux Georges, mais il a pointé du doigt ce que les scientifiques ont étudié de manière très intensive depuis. Aujourd'hui, une extinction, ça correspond à la disparition totale. Je l'ai bien souligné, totale, il ne faut pas un seul survivant, pas un seul individu qui survive, des représentants d'un groupe naturel d'organismes. Alors, groupe naturel, en science, on appellerait ça un groupe monophylétique, c'est-à-dire que c'est un ancêtre et tous ses descendants, sans exception. Si vous avez un arrière-cousin, une grande-tante qui survit, en fait, la famille n'est pas éteinte. Donc, on ne peut pas parler d'extinction. Certes, il va y avoir beaucoup de disparitions, mais on ne parlera pas d'une véritable extinction.
C'est aussi pour ça que je vous ai embêté au début de cette conférence avec la classification des êtres vivants, parce que sans classification, on ne peut pas parler des extinctions. On a du mal à en parler sérieusement si on n'a pas qui est plus proche de qui est dans la même famille et qui ne l'est pas. Donc ce sont deux disciplines qui sont intimement liées. Une fois que vous verrez la conséquence de ceci à la fin de cette présentation, mais ça a des grandes conséquences sur la manière dont on considère et on mesure les extinctions. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que les extinctions, c'est un peu comme la mort, c'est quelque chose de tout à fait banal dans l'histoire du vivant. Certes, ça paraît dramatique, mais il faut dédramatiser l'extinction. En tout cas, quand on n'est paléontologue, on ne voit que ça tout le temps. Le registre fossile en est plein. Aujourd'hui, on parle d'espèces à risque d'extinction. Nous, on constate sur des millions d'années, des centaines de milliers d'espèces ont évidemment disparu. Et c'est tout à fait, j'allais dire, commun, banal. Ça fait partie du vivant. Alors, si on connaît maintenant les extinctions, vous avez aussi entendu parler des fameuses extinctions en masse. Qu'en est-il? Parmi toutes les extinctions que l'on connaît, il y en a certaines qui sont de grande ampleur, dans le sens où elles affectent de très nombreux groupes d'organismes et le taux d'extinction est particulièrement élevé à l'intérieur ou complètement à l'échelle de ces groupes. Une autre de leurs caractéristiques, c'est qu'elles sont rapides à l'échelle des temps géologiques, évidemment, avec la résolution qui est la nôtre, et puis d'autre part, elles doivent concerner plusieurs habitats, plusieurs types d'environnements. Des extinctions locales, on en connaît des milliers. Des extinctions en masse, c'est quand même un peu plus rare, il faut que ça affecte l'essentiel de la biosphère. Alors, si on revient à la fameuse courbe de Sepkoski dans les années 80, on se rend compte que sur une trajectoire de la diversité, il y a des hauts et des bas, et puis des fois il y a des bas qui sont un peu plus marqués que d'autres. Mais vous allez me dire, ici on a mis des chiffres, ici c'est juste un petit creux et on a mis un 4, ici une extinction, alors qu'ici on n'en a pas mis par exemple, ou ici. Pourquoi? Alors il y a plusieurs questions et réponses à cette question plutôt. C'est tout simplement parce qu'une courbe de diversité, c'est le bilan net qu'il y a entre le nombre d'apparitions d'espèces et le nombre de disparitions d'espèces. Et parfois vous pouvez avoir une baisse de cette diversité, avec un taux d'extinction parfaitement constant. Il suffit simplement que les apparitions soient moins nombreuses à ce moment. On ne parlera pas d'extinction, ce n'est pas la disparition d'un groupe, c'est juste que les espèces étaient un peu plus fainéantes en termes de production de nouvelles espèces à cette période. Donc, pour considérer les extinctions, il faut mesurer directement les taux d'extinction. On retrouve Jacques Sepkoski, Dave Raup à côté, qui, dans les années 80, une fois de plus, se sont amusés, toujours pour les invertébrés, à calculer les taux d'extinction par famille et pour chacune des périodes géologiques dans les derniers 600 millions d'années. Chaque point ici représente le taux d'extinction observé pour ces intervalles. Et vous voyez très nettement sur cette figure, ça c'est l'intervalle à 95%, la barre d'erreur si vous voulez, que l'essentiel de ces extinctions tombe dans une sorte de ruban ici qu'on va appeler les extinctions de fond. C'est le bruit, c'est le taux d'extinction classique, moyen, du vivant au cours de son histoire, au moins les derniers 600 millions d'années. Et puis il y a des points qui, eux, dépassent et ressortent un petit peu de cette bande verte ici. Et on a très clairement 5 pics, plus un petit point ici à la limite entre le Jurassique et le Crétacé qui est vraiment statistiquement limite. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup d'ailleurs à cette extinction-là. Et c'est depuis cette période qu'on va parler des Big Five, les grandes 5 extinctions en masse connues dans l'histoire du vivant documenté dans les derniers 600 millions d'années et uniquement dans le milieu marin. Il faudrait compléter la phrase. Et voilà d'où vient l'expression de la 6e extinction, celle que nous connaissons aujourd'hui. Il vient de ce graphique et du vocabulaire qui est rentré dans la littérature scientifique à cette époque. Donc vous voyez, ça fait 50 ans maintenant que l'on parle de ces Big Five. Alors, ça a été très important, très intéressant à l'époque. On est aussi dans les années Star Wars, pas le film, mais plutôt la tension avec le bloc de l'Est sur... et la NASA finançait énormément ces travaux pour justement justifier une partie de leur programme. Bref, il y a un côté sociologique qui est passionnant. Cela dit,
Ces 5 extinctions, elles nous intéressent beaucoup, mais aujourd'hui, je vais vous demander de les regarder avec un regard critique, non pas parce que j'en remets en cause l'existence, pas du tout. Hein. C'est simplement, je les ai coloriés ici sur un graphique un peu plus récent, hein, c'est 2022, sur l'évaluation de ces extinctions au cours de l'histoire du vivant. Je vous ai dit que c'était extrêmement banal, les extinctions. Vous voyez, il y en a, et encore, il n'est pas complet à ce graphique, on pourrait le poursuivre, mais il y en a presque à tous les étages géologiques. Ils sont classés ici dans l'ordre d'intensité. Et vous voyez que les big five, là, les 5 extinctions en masse, eh bien, ne sont pas dans les 5 premières barres de ce graphique. En effet, on connaît des extinctions de niveau intermédiaire et lorsqu'on les révise, lorsqu'on les réactualise avec des analyses statistiques, avec des classifications qui sont modernisées, elles viennent s'insérer dans ce graphique et elles ont petit à petit décalé les grandes extinctions, sauf les 2 premières hein, qui restent vraiment intouchables, notamment la crise Permo-Trias il y a 252 millions d'années, mais les autres commencent à être un petit peu diluées au milieu d'autres extinctions, d'autres crises du vivant, qui sont venus leur voler la vedette. Donc on pourrait nommer la crise actuelle la 15e, 16e, 21e, 27e crise d'extinction, ça ne serait pas un scandale pour les paléontologues. On continue de l'appeler la 6e extinction, mais vous voyez qu'elles font réellement partie d'un continuum de crises avec des intensités variables. D'autre part, ces mesures, elles ne sont basées que sur les taux d'extinction, le nombre d'espèces ou de genres qui disparaissent par millions d'années ou par famille. Mais imaginez que vous ne détruisez que, c'est déjà pas mal, hein, les écosystèmes coralliens, par exemple, tous les milieux récifaux. C'est une extinction majeure, beaucoup d'espèces vont s'éteindre, mais vous n'auriez détruit qu'un seul type d'écosystème, tous les autres survivraient. Donc d'un point de vue écologique, ça serait une catastrophe pour les récifs, mais finalement à l'échelle du vivant, ça serait relativement modeste. Donc on a développé depuis quelques années d'autres mesures de l'intensité des extinctions en masse, qui vont tenir compte du nombre d'habitats différents, de l'impact écologique d'une crise, et pas seulement du nombre d'espèces qui s'éteignent. Quel rôle est-ce qu'elles jouaient dans un écosystème? Qu'est-ce qui s'effondre? Et vous voyez que lorsque l'on compare la sévérité en nombre d'espèces, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sévérité taxinomique, et qu'on la compare à la sévérité écologique, les grandes extinctions comme la crise permienne ici, la plus forte, elle reste numéro 1, quelle que soit la manière dont on la regarde. La crise de la fin du Dévonien ici, elle maintient également son statut. Mais on se rend compte que la numéro 2 en termes de nombre d'espèces est en fait en 5e position pour la sévérité écologique. Celle qui était en 3e devient 2e, c'est l'extinction des dinosaures. Enfin d'une partie des dinosaures, et celle de la fin de l'Ordovicien va très loin, et la 5e ici, qui n'est même pas sur ce graphique, réarrive dans le trio gagnant, le tiercé gagnant pour la sévérité écologique. Donc vous voyez, finalement, ce sont des débats importants, ce sont véritablement des épisodes majeurs dans l'histoire du vivant, mais de les classer, de leur donner un chiffre, un nombre, de les mettre dans un classement, c'est toujours un peu délicat parce qu'il y a plusieurs manières de les aborder et de les comprendre. Alors, je vous ai parlé quand même de ces 5 extinctions. Je vais simplement vous montrer 2 diapositives pour chacune d'elles pour vous montrer un peu à quoi elles ressemblent et qui a été affecté par ces événements. La première, donc l'une des plus intenses que l'on connaisse, elle a lieu il y a environ 444 millions d'années. C'est un chiffre facile à retenir. C'est à la fin de l'Ordovicien, ici. Et cette extinction, c'est un peu une sorte de pistolet à 2 coups. C'est-à-dire que vers la fin de cette période ordovicienne, il y a 2 phénomènes d'extinction qui viennent raboter à 2 reprises, dans la foulée, hein, qui viennent raboter les milieux marins. Et elle va affecter de très nombreux groupes. Alors ils ne disparaissent pas complètement, hein, pour la majorité d'entre eux, ils sont très affaiblis, très diminués, vous voyez. Beaucoup d'espèces disparaissent, mais certaines arrivent à survivre. Donc ce sont des extinctions intra-groupes, mais pas forcément des extinctions qui éteignent des clades entiers. Donc beaucoup de groupes marins, certains sont connus par vous, hein, je pense, les trilobites ou les brachiopodes, et puis tous les animaux récifaux, par exemple, hein, qui souffrent énormément lors de cette crise. Un
petit peu plus tard, 375 millions d'années environ, vers la fin du Dévonien, là encore, des grandes extinctions vont affecter une fois de plus le milieu récifal. Ça doit aussi nous faire penser au milieu récifaux actuel. C'est un écosystème extrêmement fragile, alors que les groupes qui formaient les récifs à cette époque-là sont très différents des coraux modernes. Peu importe, c'est quand même ce milieu, cet écosystème qui souffre majoritairement. Pour beaucoup de groupes marins, évidemment, c'est aussi des familles ou des ordres entiers qui s'éteignent. Ce qui est intéressant pour cette crise, c'est qu'elle est très contrastée. Entre le milieu terrestre et le milieu aquatique, on n'a pas forcément les mêmes taux d'extinction. Certains groupes, même la répartition des animaux marins en fonction de la profondeur, il y a des vrais contrastes de bathymétrie et de taux d'extinction en fonction de la profondeur. Et puis aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une extinction qui est modifiée, qui est non pas tamponnée, mais exacerbée par le fait que les apparitions d'espèces sont moins nombreuses dans cet intervalle. Si on continue, on arrive à la troisième et la plus mortelle de ces extinctions, il y a 252 millions d'années, cette falaise ici dans l'histoire du vivant, c'est la crise qui marque la limite entre l'ère primaire et secondaire, à la fin du Permien. Alors ici, beaucoup de groupes s'éteignent définitivement, c'est le cas des victimes que je vous montre ici par exemple, et cette extinction majeure, elle anéantit une grande partie des écosystèmes marins, elle affecte également les groupes terrestres, beaucoup de groupes de vertébrés que l'on connaît, et elle affecte en profondeur les assemblages végétaux. La flore est très affectée et repart avec une composition qui n'a presque rien à voir avec la composition précédente. Donc on change complètement en fait la nature des acteurs, comme je vous le disais. C'est vraiment une crise qui bouleverse en profondeur le vivant et sa structure. La crise suivante est une crise en plusieurs temps. Dans le milieu terrestre, en milieu continental, elle est plus ou moins bien calibrée. On sait qu'il y a plusieurs événements d'extinction qui se succèdent et qui vont affecter plusieurs groupes assez célèbres, des cératites, vous en avez en exposition au MOB ici, et puis d'autres groupes plus ou moins connus, soit de reptiles ou d'arrière-cousins des mammifères, et puis des groupes qui n'ont aujourd'hui évidemment plus aucun représentant actuel. Et vous connaissez certainement la dernière, très célèbre, au moins les plus jeunes et parfois même les moins jeunes vous en parlent souvent, c'est celle qui affecte la fin du Crétacé, qui marque la fin de l'ère secondaire. C'est la disparition de l'essentiel des dinosaures, les dinosaures non aviens, donc eux sauf les oiseaux, mais également des fameux ptérosaures, leurs cousins, les ammonites, des rudis, des bivalves, et puis des lézards marins géants comme les mosasaures par exemple. Donc vous voyez que finalement des milieux, des groupes qui étaient florissants ont complètement disparu lors de ces grandes extinctions en masse. C'est aussi pour ça qu'elles ont été médiatisées, qu'elles sont bien connues et qu'elles ont été très étudiées. Aujourd'hui, en recherche, on s'intéresse plutôt à des extinctions intermédiaires pour mieux comprendre justement les mécanismes d'extinction importantes, donc au-delà du banal, mais qui n'affectent pas forcément des clades entiers sur plusieurs millions d'années. Alors vous avez peut-être remarqué que je vous ai parlé des extinctions sans mentionner pour chacune d'elles les causes. J'en ai fait un chapitre monobloc pour une raison simple, c'est que beaucoup d'entre elles ont les mêmes causes. Donc on va s'économiser quelques diapositives. Alors le dessin n'est pas de moi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, les écosystèmes et l'environnement changent, le climat change, il a toujours changé d'ailleurs, aujourd'hui il change un peu plus vite que d'habitude, mais il a toujours changé. Et que lorsque le climat change, quand le niveau des mers se modifie, ces changements environnementaux vont forcément impacter le vivant. Le vivant a toujours très bien vécu. Là où il ne vit pas très bien, c'est lorsque ces changements environnementaux se font trop rapidement. En fait, ce n'est pas une question de changement, c'est une question de dynamique de ce changement. Et ça, c'est extrêmement important parce que les espèces ont deux choix lorsque leur environnement se modifie.
La première, c'est de suivre leur environnement. C'est ce qui est en train de se passer avec des espèces méditerranéennes qui arrivent tranquillement à Orléans ou en Scandinavie aujourd'hui, qui remontent, qui suivent les gradients de température pour rester dans un habitat qui est le leur. Mais ça, il faut avoir la mobilité pour le faire, et puis il faut que l'environnement change suffisamment lentement pour que les espèces puissent se déplacer, celles qui le peuvent. L'autre technique, mais elle n'est pas du tout voulue par les espèces, c'est simplement qu'elles évoluent, c'est-à-dire que les pressions de changement vont sélectionner certaines de ces espèces qui vont pouvoir survivre dans les nouvelles conditions, mais ce processus évolutif, il demande énormément de temps. Si l'environnement change trop vite, l'évolution ne peut pas suivre, si vous voulez, pour le caractériser, le caricaturer comme ça. Et donc en fait, les extinctions, c'est une incapacité à suivre la dynamique d'un changement environnemental. On pourrait aussi le traduire de cette manière-là. En modérant cependant ceci, c'est que le fait que les changements environnementaux ne sont pas les seules causes des extinctions. Il y a aussi des causes qui sont biotiques, d'origine naturelle, c'est-à-dire d'origine biologique. Bien, alors une fois que l'on fait ça, on se rend compte que le climat est évidemment une des premières variables que l'on va considérer. Le climat peut changer. Quand il change très rapidement, de manière brutale, c'est là que les extinctions peuvent être enclenchées. C'était le cas tout à l'heure, je vous parlais de l'extinction de la fin de l'Ordovicien avec un pistolet à 2 coups. C'est en fait une mise en glace et une déglaciation, une débâcle glaciaire qui se suivent de près à l'échelle des temps géologiques et qui vont modifier considérablement la circulation océanique, la température, le niveau marin, et qui vont affecter évidemment les êtres vivants qui s'y trouvent, avec une mise en place d'une calotte polaire sur ce qui est aujourd'hui le Niger, par exemple, qui est centré sur le Sahara aujourd'hui, ou une partie du Sahara. Le niveau marin, le niveau d'oxygénation des océans est évidemment majeur pour la majorité de ces extinctions, tout simplement parce que ça modifie le nombre et la surface des habitats disponibles pour les êtres vivants, et l'oxygénation de l'eau en fonction de la profondeur et de la circulation océanique, la salinité également est perturbée. Lorsque ces changements sont trop forts, beaucoup d'animaux marins vont disparaître. Vous avez toujours entendu parler des impacts météoritiques, évidemment, et au-delà des dinosaures, c'est un phénomène que l'on sait être relativement fréquent à l'échelle du globe. Alors je vais revenir sur ce point parce qu'il est important. Première chose, c'est pas juste une vision cosmique ou c'est pas juste une invention des paléontologues. C'est une invention qui n'est pas une invention, c'est une découverte très célèbre dans les années 80 par Luis Balarays et son fils ici, qui se sont intéressés à une petite couche qui marque la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. Et dans cette petite couche, ils découvrent une anomalie d'un élément que l'on trouve en très grande quantité, soit dans les émissions volcaniques, mais surtout dans les météorites. C'est l'iridium, cet élément. Et ils se disent, c'est quand même étrange parce qu'on a un pic ici, pile à cet endroit où les extinctions se manifestent. Donc il propose en 1980, dans un article resté célèbre, le fait que l'extinction aurait pu être une conséquence d'un impact météoritique, mais on n'a pas le cratère, on n'a pas les données et on n'a pas d'autres preuves. En tout cas, c'est une hypothèse qui est assez bien documentée et assez convaincante dès la publication de cet article. Leur travail, essentiellement basé en Europe ici, s'est confirmé un peu partout dans le monde, dans les océans. À partir du moment où on retrouvait cette couche, à chaque fois, le pic d'iridium était présent. Donc ça commence à faire beaucoup d'éléments d'un point de vue cartographique. C'est un événement global. Et puis, les éléments se sont enchaînés. On a également trouvé des spinels nickelifères et des sphérules, c'est-à-dire des cristaux et des structures minéralogiques qui ne se forment qu'à très haute température ou lors d'un impact, exactement comme ces quartz choqués qui sont des minéraux qui sont déformés par un impact très violent et d'une intensité extrêmement élevée. Des choses que ni le volcanisme, ni des phénomènes beaucoup plus basiques sur notre planète peuvent expliquer. Donc tout ceci faisait énormément d'éléments, de preuves. Et puis la preuve, la voici, ça c'est une des premières images que nous avons eues de la
péninsule du Yucatan au Mexique. La côte mexicaine passe à peu près ici. Et vous avez ici un cratère d'impact qui est daté de 66 millions d'années, c'est-à-dire cette fameuse couche, cette fameuse limite, et qui montre très clairement, qui démontre, qui confirme l'impact d'un objet d'environ une dizaine de kilomètres de diamètre qui est venu s'abattre sur Terre il y a 66 millions d'années et qui est forcément impliqué dans les processus d'extinction que l'on connaît. Cependant, voici la liste de tous les astroblèmes, tous les impacts repérés à la surface du globe. Vous avez ici leur diamètre en kilomètres, vous avez ici les extinctions auxquelles ces événements pourraient éventuellement correspondre. Pour celui dont on vient de parler, il n'y a pas d'ambiguïté possible, mais vous voyez que l'essentiel de ces cratères ne sont liés à aucun phénomène d'extinction reconnu par les paléontologues. Alors je vous montre ceci simplement pour vous dire que certes, une météorite de 10 km, quand vous êtes en dessous, ça doit faire mal. Vous ne souffrez pas très longtemps, mais en tout cas, l'extinction locale, elle est certaine. Pour provoquer une extinction, une météorite ne suffit pas. Donc ça, c'est la première leçon de cette simple observation. Et si on continue avec les volcans, également mentionnés dans la littérature, il en est exactement de même. Alors, on va juste prendre pour un ordre de grandeur l'exemple du mont Sainte-Hélène. Donc, vous connaissez cette éruption des années 80, enfin de l'année 80 aux États-Unis. Lors de cette éruption explosive, environ 3 km3 de poussière volcanique ont été émis dans l'atmosphère et se sont évidemment déposés par la suite. Lorsque vous parcourez la Sibérie, vous avez des dépôts volcano-sédimentaires de cette nature-là, qu'on appelle des trappes. Et leur estimation cartographique, c'est à peu près cette enveloppe. Donc si on ramène ceci à l'échelle du territoire russe, l'estimation du volume, c'est entre 3 et 5 millions de kilomètres cubes. C'est-à-dire 1 million de fois l'explosion du mont Sainte-Hélène en termes de volume, même supérieur à cela. C'est-à-dire que il y a 252 millions d'années, exactement au moment où le Permien se termine, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser comme marqueur de la fin du Permien, des éruptions volcaniques absolument gigantesques se sont mises en place à cette période. Vous avez exactement la même chose en Inde, il y a 65-66 millions d'années, avec des dépôts volcano-sédimentaires qui montrent une activité volcanique extrêmement intense, contemporaine de l'extinction des dinosaures. D'une partie des dinosaures. Donc le facteur éruption volcanique, évidemment, il est aussi à rajouter à la liste des suspects numéro 1 pour ce genre de phénomène majeur. Et puis évidemment, ces extinctions en masse ont attiré un certain nombre non pas de travaux scientifiques, mais d'hypothèses plus ou moins farfelues sur l'intervention d'extraterrestres, sur des virus cachés, etc. C'est encore la théorie du complot, mais appliquée aux extinctions en masse, il y a des choses assez drôles. Je ne vais pas m'attarder dessus. En tout cas, ce que vous avez vu, on peut prendre le Trias ou le Permien comme exemple, c'est que lorsque tout va mal pour les êtres vivants à la surface du globe, c'est qu'il y a forcément plusieurs facteurs environnementaux qui sont déréglés, qui se mettent en mouvement en même temps et qui sont à l'origine de ces extinctions. Le niveau marin, la salinité, l'oxygénation, le volcanisme, parfois agrémenté d'un petit impact, c'est la cerise sur le gâteau, et là on rentre dans un processus d'extinction de très haute intensité, d'extinction de premier ordre, comme celle que l'on a vue tout à l'heure. Trouver une cause pour une extinction, on a abandonné ce schéma depuis très longtemps. Aujourd'hui, on sait que ces différents facteurs sont liés entre eux d'une manière plus ou moins corrélée. Parfois, certains ont même proposé que les impacts et les éruptions volcaniques étaient corrélés les uns aux autres. Et dans la chaîne de conséquences que cela produit, en termes d'hivers nucléaires, de poussière, d'acidification des océans, etc., on se rend compte que seule la conjonction de ces facteurs peut amener à des variations nécessaires à l'extinction en masse. Pour
le dire autrement, c'est le crime de l'Orient Express. Vous avez plusieurs assassins qui amènent au phénomène d'extinction en masse. Et encore, nous avons fait là que la moitié de l'exercice. Tout simplement parce que nous avons ici uniquement décrit les processus environnementaux qui sont à l'origine des extinctions. Nous n'avons pas décrit le processus écologique, biologique, qui amène effectivement au processus d'extinction. Une cause ne suffit pas pour expliquer le phénomène, il faut trouver le mécanisme qui va avec. Et là, on rentre dans la paléoécologie, et là, c'est beaucoup plus délicat parce que certaines de ces espèces n'ont plus d'équivalent aujourd'hui. En tout cas, si vous avez bien compris qu'il faut, dans le cadre des extinctions à l'échelle géologique, on ne peut pas se permettre de rentrer avec un schéma trop simple. Les dinosaures se sont éteints à cause d'une météorite. Ça ne tient plus la route, en tout cas, ça n'a jamais été... c'est facile à médiatiser, ça attire l'œil, ça fait la couverture de plusieurs magazines, mais c'est loin d'être ce que la science révèle. Alors, plutôt que de finir par la 6e extinction en masse et vous donner mauvaise conscience, je l'ai mis au milieu, vers le milieu de ma présentation. Et c'est pour ça que je vais enchaîner sur cette 6e que j'ai mis entre guillemets, extinction en masse. Pour parler un petit peu des extinctions actuelles, puisqu'on vient de faire le tour des causes impliquées dans celles observables dans les archives paléontologiques, je vous propose de regarder celles qui nous concernent aujourd'hui, pour qu'on fasse une petite comparaison. Alors, pour me laisser le temps de boire un coup, je vous ai préparé une petite diapositive que je vous laisse lire en essayant de deviner qui et quand l'a écrit. Je vous remercie d'avoir joué, ça m'a permis de boire un coup. Alors, vous voyez, c'est pas très dynamisant comme texte, mais ça montre très bien que l'action de l'homme sur la planète actuelle et puis destinée à s'exterminer, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait entendre aux informations aujourd'hui. Et c'est une phrase que vous pouvez trouver dans les écrits du chevalier Lamarck, c'est-à-dire en 1820, un de ses derniers écrits, et qui décrit parfaitement, il y a plus de 2 siècles, la situation que l'on vit de manière prégnante aujourd'hui. Alors, tout ceci pour montrer que finalement, la grande différence majeure qu'il y a entre les extinctions que l'on vient de voir et celles que nous connaissons aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire que, comme on va le voir dans un instant, l'énorme majorité ou la quasi-totalité des extinctions qui sont documentées résultent d'activités liées à l'espèce humaine. Alors il est très difficile de donner la proportion. On va en voir un exemple tout à l'heure, mais voici à quoi ça pourrait ressembler en fonction des derniers chiffres que j'ai pu trouver. Si vous regardez les causes des extinctions actuelles, de la 6e extinction comme on l'appelle aujourd'hui, on se rend compte que les espèces invasives ici sont calibrées sur environ une petite dizaine de %. Retenez bien cette proportion ici, je vais revenir dessus juste après. Un petit peu de pollution évidemment pour occuper. Le changement climatique qui est aussi une part ici qui paraît être relativement minime, je reviendrai sur ce point. Et après, c'est tout ce qui est surexploitation, le fameux jour de dépassement, où quand il faut tant de jours pour qu'une espèce ou un groupe d'espèces se reproduise et se régénère pour se maintenir au même niveau et dépasser, vous avez 2 courbes qui se croisent, vous prenez plus rapidement que ça ne se régénère, donc évidemment on affaiblit et on appauvrit considérablement ce réservoir d'espèces. Et puis évidemment, l'autre grande partie, c'est la destruction des habitats, tout simplement. Lorsque l'habitat disparaît, les espèces le font. Donc ce regard très poignant d'un petit Maugrus des plages devrait nous faire réfléchir sur la taille des grains de sable, vous donne aussi une idée de la taille de la diversité qui nous échappe, comme je vous le disais en entame de cette présentation. En tout cas, lorsque l'on évalue les espèces actuelles, vous avez vu qu'on ne les connaît pas toutes. Toutes n'ont pas été évaluées, c'est juste un tout petit échantillonnage. On a réussi à en évaluer à peu près 3 fois ça. Et on se rend compte qu'avec les premières études qui permettent d'estimer le taux d'érosion de la diversité actuelle, c'est quand même 44 000 espèces qui sont menacées directement d'extinction. On n'est pas loin de 30% des espèces qui ont été évaluées. Plus l'énorme majorité d'ignorance
que nous ne voyons pas des extinctions silencieuses avec des espèces qui disparaîtront avant même qu'on les ait décrites et qu'on les connaisse. Donc c'est forcément une sous-estimation. Je vous avais dit que ça n'allait pas être... Alors je veux juste faire un petit zoom sur les espèces invasives, simplement pour vous faire comprendre quelques-uns des enjeux et des difficultés justement à établir ces mesures. Lorsque vous voyagez, vous emmenez dans vos bagages, sous vos chaussures ou ailleurs, ou sur votre voiture ou votre caravane, des espèces d'un écosystème à un autre, parfois sur des très grandes distances. Et ces espèces, si on veut donner un chiffre, c'est environ 400 000 espèces qui voyagent ainsi, uniquement pour les grandes espèces. Je ne parle même pas des bactéries ni des microbes. Parmi ces 400 000, il y en a à peu près 10% qui vont réussir à s'établir localement, là où elles arrivent en vacances. D'accord ? Donc c'est à peu près 10%. Sur ces 10% d'espèces exotiques qui ont réussi à s'établir localement, 10% environ, ici 3500 des espèces, vont s'établir et commencer à avoir un impact négatif sur la diversité locale. C'est la règle des 10%, 10-10-10, qui vont avoir des effets particulièrement néfastes et mesurables par nos moyens. Alors vous voyez, ça c'est l'intensité de ces invasions et des effets néfastes. Ici, plus vous êtes dans le violet, moins c'est bon, plus le bleu est sombre pour les espèces marines, plus ça va mal. Vous voyez qu'au niveau de la France, on est quand même pas mal dans le sens où on est champion du monde dans les espèces invasives établies chez nous. Alors, évidemment, ces espèces, vous l'avez compris, elles jouent un rôle absolument majeur dans la modification des habitats et surtout au détriment des espèces locales. Elles affectent en profondeur l'économie, puisque les espèces locales jouent un rôle à la fois dans les écosystèmes et aussi des fois des rôles économiques directs. La sécurité alimentaire, puisque une grande partie de la population se nourrit tout de même d'espèces qui sont régionales ou locales. Évidemment aussi dans la santé humaine, puisque les extinctions sont à l'origine d'un processus assez compliqué qui peut paraître paradoxal, mais des fameuses zoonoses, c'est-à-dire des grandes pandémies. Le Covid-19 en a été une, mais il y en a beaucoup d'autres, et qui ont un lien en fait dans les réservoirs de biodiversité qui sont perturbés. Donc tout à l'heure, je vous ai montré les espèces invasives avec environ 10%. Ça, c'est les mesures directes pour lesquelles nous sommes sûrs que l'espèce invasive est la seule cause et la cause primaire d'une extinction. Cependant, les estimations de 2022 et 2023 montrent que ces espèces invasives sont impliquées dans au moins 60% des extinctions actuellement observées. Le climat, c'est la même chose. Quand vous avez une espèce invasive qui se plaît bien parce que vous avez un changement climatique qui va dans le bon sens pour elle, avec des destructions d'habitats qui affaiblit les espèces locales et qui permettent à cette espèce invasive de s'habituer, on est encore dans le même scénario de la conjonction de facteurs favorables qui accélère un processus d'extinction. Donc c'est exactement ce qui est montré aussi par ce graphique, c'est-à-dire qu'au-delà de la conjonction de facteurs, vous voyez le nombre d'espèces. Chaque petit trait ici, c'est un continent différent, et ces différents groupes d'espèces invasives, et vous voyez que ça augmente pour tous les groupes, sur tous les continents. Donc c'est vraiment un phénomène mondial sur lequel il n'y a pas vraiment de frein, puisqu'il faudrait arrêter les transports et les déplacements de l'espèce humaine. Donc simplement pour finir avec cette petite aparté, mais ça donne aussi une idée de quelques chiffres par rapport à ce que l'on a vu dans le registre fossile. On estime, en tout cas pour l'année 2019, qui a été pré-Covid, une année normale sur la planète, un coût annuel des conséquences de ces espèces invasives, et uniquement elles, la petite part de camembert que je vous montrais tout à l'heure, ça dépasse 423 milliards de dollars. Donc ça doit aussi faire réfléchir les politiques et les économistes en termes de coûts que l'on pourra supporter. Je ne parle pas du réchauffement climatique ni des autres faits qui nous concernent. Et on a vu que depuis les années 70, ce coût est multiplié par 4 tous les 10 ans. Alors, surtout, ne sortez pas de la salle en disant les espèces invasives, c'est pas bon, il faut toutes les exterminer. Là encore, ça serait un biais cognitif, puisque la championne du monde des espèces invasives, qui répond à tous les critères, augmentation dramatique et exponentielle de sa population, c'est nous,
Répartition dans tous les habitats, c'est nous. Modification et destruction des espèces locales, c'est encore nous. Donc nous sommes effectivement au sommet de ce podium des espèces invasives et sur lesquelles donc nous devons forcément nous interroger. Je vous parlais des causes d'extinction avec des facteurs essentiellement environnementaux. Je voudrais maintenant simplement donner une toute petite image et explication par rapport au phénomène d'extinction et le mécanisme qui est impliqué. Pour considérer les extinctions, il faut considérer les individus. Nous sommes des individus ici et nous sommes même une population. On appartient à la même espèce et on vit au même endroit au même moment. Et une espèce, c'est composé de plusieurs populations. Alors, vous avez peut-être entendu parler du fait que les populations d'oiseaux dans les champs, par exemple, diminuent. Les populations d'insectes, il y en a beaucoup moins sur les pare-brises quand on part en été. Tout ça, ce sont pas forcément des espèces, ce sont des populations qui s'effondrent. Et c'est exactement la phase d'entrée en extinction qui est caractérisée par ceci. Pour éteindre une espèce, il faut d'abord éteindre le nombre et la taille des populations qui la composent. Si on n'était plus que 2 dans cet amphithéâtre, avec un autre amphithéâtre à Taïwan où ils n'étaient plus que 3, la population humaine ou l'espèce humaine serait en danger. Ici, on a encore 8 milliards, donc il y a encore de quoi faire. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est la réduction des effectifs qui va amener au processus d'extinction. Et pour bien comprendre la mécanique de ces extinctions, il faut considérer un écosystème simple, ici, alors plus ou moins simple, ici c'est un récif corallien des Caraïbes qui a été modélisé. Chaque petite boule ici, c'est une espèce, chaque lien, c'est le lien qui mange qui se nourrit de qui ou qui parasite qui. Donc vous voyez la complexité d'un écosystème. Ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas juste une collection d'espèces que l'on éteint ou que l'on n'éteint pas. On retire des liens dans ce réseau. Lorsque un processus d'extinction est en marche, vous allez limiter les populations d'une espèce, limiter les populations de cette espèce, de celle-ci, et puis petit à petit, vous allez les faire disparaître. Donc vous retirez, un peu comme au Mikado ou ailleurs, vous retirez certains de ces acteurs au sein de ce réseau. Donc vous retirez une espèce, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis de plus en plus. Et ce que l'on sait d'un point de vue écologique et d'un point de vue de la modélisation de ces réseaux, c'est que la diversité d'un écosystème va pouvoir tamponner ces disparitions. Certes, l'écosystème va un peu moins bien fonctionner parce que vous retirez des éléments qui sont nécessaires ou qui sont intégrés dans son fonctionnement, jusqu'à un seuil. Et à partir de ce seuil-là, on rentre dans un phénomène d'avalanche qui est très bien connu en écologie. Ça veut dire un véritable effondrement. À partir du moment où vous avez retiré trop de billes dans votre réseau, l'ensemble du réseau s'effondre. C'est ce qu'on appelle, ça c'est la phase d'entrée en extinction, et ça c'est la phase d'extinction d'un écosystème, un écocide, comme on l'appelle aujourd'hui. Ça veut dire que dans les temps géologiques, c'est ce genre de processus qui ont été à l'œuvre, et aujourd'hui nous sommes typiquement sur cette pente, mais il est impossible de savoir si nous sommes ici ou si nous sommes là. En tout cas, nous sommes sur cette pente, ça c'est certain, puisque des espèces disparaissent. La profondeur et le temps qui est nécessaire, ou le nombre d'espèces nécessaires pour atteindre ce seuil, n'est pas prévisible. On ne peut absolument pas le prévoir. C'est trop compliqué, c'est des systèmes trop complexes pour le faire. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans le processus d'avalanche, il n'y a aucune remontée possible, il n'y a pas de rebond. Ou alors, il va falloir attendre plusieurs milliers ou millions d'années avant que la diversité reparte. Donc c'est ce seuil-là, évidemment, que nous devons absolument éviter avec la biodiversité actuelle, un seuil que l'on ne connaît pas. Donc difficile de faire une prédiction sur quoi que ce soit. Tout ce que l'on sait, c'est que la disparition d'espèces, elle n'est pas juste « Ah, on a fait disparaître le maugrus des sables », ça ne va pas émouvoir grand monde, en fait. Par contre, quand un écosystème complet s'effondre, c'est la pêche, c'est la ressource, c'est les médicaments, c'est les molécules nécessaires aux sociétés humaines qui disparaissent avec elles. Bien. Alors une fois que... alors je passe des mauvaises nouvelles au cimetière, hein, vous avez vu, j'essaye de vous dynamiser ce soir. Une autre
autre question très intéressante que l'on s'est posée en écologie et en paléontologie, c'est finalement l'égalité des chances face aux extinctions. Alors les espèces finalement sont-elles égales vis-à-vis de ce processus d'extinction? Alors là aussi, on a changé complètement la manière de voir les extinctions. Depuis Sepkoski et d'autres, on s'intéressait aux espèces qui s'éteignent, on mesure les espèces qui s'éteignent, on mesure le taux d'espèces qui s'éteignent, on regarde quels sont les groupes qui s'éteignent, on ne parle que des groupes qui s'éteignent. Alors qu'en fait, la majorité de ces extinctions ne sont pas totales pour plusieurs groupes, évidemment, et certains groupes survivent. Lorsque les tricératops et les T-rex s'éteignent, des grenouilles, des mammifères, des crocodiles passent très bien cette fameuse limite. Et finalement, les processus et les scénarios d'extinction, ils gagnent énormément à s'intéresser aux survivants plutôt qu'à ceux qui s'éteignent. Tout simplement parce que ça nous permet déjà de balayer soit certains scénarios ou certains mécanismes. Par exemple, des grenouilles qui passent très bien la limite Crétacé-Tertiaire, à l'époque des dinosaures, peuvent éliminer beaucoup d'hypothèses sur des hivers nucléaires qui se maintiennent pendant 100 000 ans. Des grenouilles en hiver, ça n'aime pas trop, en tout cas, sur 100 000 ans, elles vont trouver le temps long. Donc aujourd'hui, pour mieux comprendre les processus d'extinction, paradoxalement, on s'intéresse aux espèces survivantes. Et puis les espèces survivantes, on en a de tout type. Lors d'un processus d'extinction, il y a le groupe des espèces qui sont exterminées, on les connaît bien, on les a bien étudiées. On a remarqué d'ailleurs que certaines espèces ne fleurissent qu'au moment où tout va mal pour les autres. Des bactéries, des champignons, etc., qui adorent les épisodes d'extinction en masse, qui prolifèrent et puis qui après restent très discrètes ou disparaissent elles aussi. Et puis il y a d'autres espèces qui vont être rétrécies, qui vont passer, qui vont se réfugier, qui vont se diminuer, qui vont, etc., etc., pour certaines extinctions locales, par exemple, qui vont chercher leur bonheur ailleurs. En tout cas, c'est ces comportements des survivants qui est extrêmement intéressant et qui fait l'objet de pas mal d'études en ce moment. L'autre point très important, c'est de savoir, dans l'arbre du vivant, on fait des coupes franches à coups de sécateur. Finalement, est-ce que ces coupes sont aléatoires ou est-ce que ce sont des coupes bien ciblées et distribuées de manière regroupée? Alors d'après vous, lorsqu'il y a une extinction en masse, dans lequel de ces deux scénarios sommes-nous? Plutôt à gauche ou plutôt à droite? Plutôt à gauche? J'ai vu un vote à gauche. Plutôt à gauche. Tout le monde a perdu alors. Oh, pardon. Je ne connais aucun exemple de ce phénomène d'extinction à l'heure actuelle, dans la nature actuelle ou dans la littérature paléontologique. Si vous en connaissez, merci de me prévenir, je serais ravi. En fait, toutes les extinctions que l'on connaît, à partir du moment où on les positionne sur un arbre de relations de parenté, on se rend compte que l'essentiel des espèces qui disparaissent tendent à être regroupées. Alors pas toutes au même endroit, mais vous allez avoir un autre paquet ici, par exemple, et puis un autre paquet là, mais ce n'est pas une distribution qui est dispersée partout dans l'arbre du vivant. Il y a des paquets entiers qui disparaissent. Autrement dit, quand vous faites partie de cet ordre ou de cette famille, la probabilité de s'éteindre, elle est particulièrement élevée. Il fallait appartenir à une autre famille. Alors ceci s'explique par un phénomène tout à fait simple, c'est le fait que les espèces apparentées partagent des caractères écologiques, physiologiques, proches. Et certaines de ces caractéristiques écologiques sont justement les paramètres de sensibilité aux extinctions. Si vous êtes une espèce hyper spécialisée écologiquement, comme ce papillon qui ne peut aller butiner qu'un seul type d'orchidée à Madagascar, si l'un disparaît, l'autre l'emmène avec. Donc l'hyperspécialisation, on sait que c'est un facteur dans la nature actuelle et on a pu montrer que ça l'était aussi dans le registre fossile. Si vous avez une petite aire de distribution, une espèce endémique, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire avec une distribution sur une île par exemple, vous êtes forcément une espèce à risque. C'est même d'ailleurs comme ça qu'on estime la vulnérabilité de l'essentiel des espèces actuelles. À l'échelle du registre fossile, même combat, c'est exactement la même chose. Les espèces avec une faible distribution sont celles qui disparaissent le plus rapidement.
Faible abondance et faible densité, c'est lié aussi à ça. C'est forcément encore en accord. Et puis la grande taille corporelle, je ne devrais pas dire ça, mais c'est pourtant vrai, c'est un facteur qui affecte énormément les espèces actuelles, et on a le même signal dans les archives fossiles. La liste n'est pas complète. Ce qui est très intéressant ici, c'est que les travaux par les écologistes et les travaux par les paléontologues donnent exactement les mêmes signaux. On ne se copie pas, hein, chacun regarde son jeu d'espèces, et à chaque fois on retrouve les mêmes phénomènes. La majorité de ces caractéristiques font partie de votre historique d'un point de vue évolutif, si bien que dans la famille, les cousins, les cousines, les arrière-cousines, on partage tous le même patrimoine, et donc on va avoir des mêmes potentiels écologiques et donc une même faiblesse. Et c'est ce qui explique cette fameuse distribution en groupe. Tous les spécialisés d'une époque ou les petits endémiques d'une époque vont disparaître au même moment. Et puis, pour finir avec cette sensibilité aux extinctions, il y a une question passionnante qui a été abordée dans les années 60, mais qui reste aujourd'hui d'actualité. On pourrait se poser la question suivante. Pourquoi les espèces évoluent-elles, finalement? On ne se pose pas assez souvent la question. On pourrait penser qu'au fur et à mesure de l'évolution, les espèces s'adaptent. On peut discuter ça pendant longtemps. Et puis finalement s'améliorent vis-à-vis des extinctions. Et donc là, la question devient la suivante. Entre une jeune espèce qui vient juste d'apparaître, qui est jeune et dynamique d'un point de vue évolutif, ou bien par rapport à une vieille espèce qu'on pourrait croire en fin de vie, en fin de durée géologique, mais d'un autre côté, elle est aussi très expérimentée parce qu'elle a déjà subi des aléas de l'environnement. Laquelle des deux est la plus susceptible vis-à-vis des extinctions? Est-ce que, finalement, la probabilité d'extinction d'une espèce, ça dépend de sa durée de vie géologique? La question, c'est celle-ci. Alors, il y a un chercheur américain, Lake Van Walen, qui s'est intéressé à cette question dans les années 70, et c'est une question particulièrement pertinente, et son modèle étudié d'abord sur les fossiles sont aujourd'hui appliqués à des données moléculaires et à des modèles de génétique aujourd'hui. Pour le faire simplement, si vous avez une droite ici, ça veut dire que les espèces jeunes qui sont là ou les espèces anciennes qui sont par là ont exactement la même probabilité d'extinction parce que la pente de cette droite, c'est la probabilité d'extinction. Donc normalement, on s'attendait à avoir des courbes qui ont des formes un peu étranges, et Van Walen découvre que pour la majorité des groupes qu'il a étudiés, il obtient des droites. Alors ça, c'est très étonnant, mais c'est la conclusion qu'il tire, et aujourd'hui, ça a tendance à se confirmer, c'est qu'au sein d'un même groupe d'organismes, la probabilité d'extinction des espèces est indépendante de leur âge, en termes géologiques, leur durée de vie géologique. Donc, que vous soyez une jeune espèce ou une vieille espèce, peu importe. La conséquence de ceci, c'est quoi? C'est finalement l'évolution et la durée de vie d'une espèce n'influencent en rien sa résistance vis-à-vis de l'extinction. Et ça va un peu même plus loin que ça, parce que ça répond un petit peu à la question un peu plus ambitieuse du début. Finalement, pourquoi les espèces évoluent? L'évolution apparaît comme un jeu où tout le monde peut perdre à n'importe quel moment, mais personne ne gagne. On ne s'améliore pas vis-à-vis de l'extinction, on évolue simplement pour rester à peu près toujours à la même place. C'est d'ailleurs pour cette métaphore que Van Walen s'est replongé dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, en reprenant l'épisode de la Reine Rouge, qui lance un défi à Alice en lui disant « Cours le plus vite possible pour rester à la même place ». C'est exactement ce que les espèces font lorsqu'elles évoluent vis-à-vis de l'extinction. Elles évoluent, elles se transforment, elles changent de lignée en lignée, mais leur probabilité d'extinction reste dramatiquement la même. Alors ce modèle qui est paléontologique, qui a tout à fait sa place sur une présentation dans les extinctions, puisque c'est pour ça qu'elle a été inventée, comme je vous le disais, aujourd'hui il y a des applications qui dépassent largement le cadre de la paléontologie et des extinctions, puisqu'on se rend compte que des mécanismes cellulaires, moléculaires, génétiques, sont exactement basés sur le même type de raisonnement, où des systèmes changent en permanence pour maintenir un niveau constant de production d'homéostasie ou d'autres paramètres physiologiques intéressants. Et pour finir, on va quand même dire deux mots des conséquences de ces extinctions.
et puis de leur rôle dans cette grande histoire évolutive. Alors si on représente l'arbre du vivant, si on caricature l'arbre du vivant et son histoire aujourd'hui, pour tous les groupes, on obtient non pas un cône de diversité croissante avec un ancêtre et des descendants qui partent dans tous les sens, c'est un arbre fruitier sur lequel, ou un rosier sur lequel il y a des coupes franches. Les fameuses extinctions en masse dont on a parlé ensemble. Et ces coupes franches permettent à quelques rameaux survivants de se diversifier et de repartir de plus belle. Et puis qui à leur tour seront ratiboisés et ça laissera les opportunités à d'autres espèces de prendre le relais. C'est ce qui explique aussi, vous vous rappelez du graphique avec ces couleurs à l'intérieur, ces proportions qui changeaient, eh bien c'est exactement ceci, c'est-à-dire que ceux qui dominaient ici ne sont pas ceux qui domineront là, et ceux qui dominent ici ne seront plus ceux qui seront les acteurs sur le devant de la scène un peu plus tard, etc. etc. On a ces successions d'espèces présentes sur le devant de la scène dans les écosystèmes et qui changent régulièrement du fait des extinctions classiques de fond, les petits traits rouges, et puis des fois des extinctions en basse qui rebattent les cartes de la diversité. Alors des exemples, il y en a plusieurs. J'ai pris un exemple un peu discret, c'est vrai, mais sur un groupe que, en général, tout le monde aime bien, c'est celui des dinosaures. Les dinosaures apparaissent il y a environ 230-225 millions d'années. Et lorsqu'on trouve les premiers fossiles de dinosaures, on se rend compte qu'on n'est pas très loin d'une extinction majeure qui va affecter beaucoup de groupes de reptiles terrestres contemporains, dans des gammes de taille assez proches de celles des premiers dinosaures. Et finalement, il y a plusieurs scénarios, mais le scénario du fait d'avoir des niches écologiques qui sont libérées par la disparition des voisins et qui vont permettre à ceux-là de prendre leur essor, est finalement une hypothèse qui se vérifie dans beaucoup de groupes à différentes hypothèses. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en tout cas celui-ci il est assez parlant. Sachant aussi que les mammifères vont profiter de l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années pour prendre eux aussi leur essor et se diversifier. Ils étaient présents avant, mais ils ne se sont pas diversifiés lorsque les dinosaures étaient présents. Donc finalement, c'est vraiment un passage de relais avec ceux qui laissent la place aux suivants et qui se diversifient. Pour le dire autrement, les extinctions, elles servent forcément à un groupe, voisin ou pas d'ailleurs, mais en tout cas un groupe qui peut venir occuper votre niche écologique, une fois celle-ci laissée vacante. Donc paradoxalement, et c'est aussi pour ça que les paléontologues ne sont pas trop dépressifs, c'est simplement parce qu'on sait que dans l'histoire du vivant, les extinctions, c'est une source extrêmement importante de diversité. C'est un message qui est d'abord joliment et pertinemment affiché dans les affiches et les vitrines du MOB, si vous faites bien attention, c'est bien marqué que ces extinctions permettent une rediversification après elles. Donc, comme je vous parlais des extinctions et de leur lien avec le monde vivant, simplement un exemple de cette diversification et aussi de la manière dont ces deux points sont corrélés. On pourrait vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un dinosaure? On en parle beaucoup. Est-ce que vous arrivez à définir ceci? Est-ce qu'on pourrait le définir à l'échelle de la classification moderne? Alors, il y a plusieurs définitions possibles, mais une définition qui me plaît particulièrement, c'est le plus petit groupe qui contient à la fois le Tricératops et le moineau. À partir du moment où vous identifiez un ancêtre et tous ses descendants, donc ce grand triangle ici, et qu'il répond à cette caractéristique, Tricératops et moineau, alors vous avez le groupe. S'il y a des moineaux aujourd'hui sur nos terrasses, ça veut dire que les dinosaures ne sont pas éteints. Donc avant que les classifications et que l'étude des extinctions ne se modernisent à cette échelle et sur ce point-là, vous aviez les dinosaures qui s'éteignaient et puis les oiseaux qui étaient déjà présents mais qui allaient profiter de cette extinction pour se diversifier. On a écrit ça dans les livres. Et peut-être à raison, on pensait que c'était, avec les données de l'époque, ça paraissait être deux clades séparées. À partir du moment où vous savez que les oiseaux sont des dinosaures, le scénario actuel, pour décrire un groupe naturel d'organismes, rappelez-vous, c'est la définition des extinctions, un ancêtre et tous ses descendants, les dinosaures apparaissent ici, ils ont certes une grande diminution il y a 66 millions d'années, la fameuse crise, mais certaines lignées survivent et vont donner d'autres descendants qui restent des dinosaures, techniquement parlant, et qui sont les oiseaux.
Oui, la largeur de ce graphique-là, c'est à peu près 50 familles. C'est la diversité en nombre de familles qui contiennent elles-mêmes beaucoup d'espèces. Pour le dire autrement, la classification et l'étude des extinctions vous informent sur le fait qu'il n'y a jamais eu autant de dinosaures qu'aujourd'hui. C'est quand même beau, hein? Dites-le à vos enfants et vos petits-enfants, ça fera rêver. Et c'est aussi pour ça que ce champ d'étude il est extrêmement dynamique, parce qu'on revient sans cesse, par les progrès de la classification d'une part, les progrès d'analyse du registre fossile d'autre part, sur les grandes connaissances et les grandes hypothèses scientifiques qui ont été proposées dans les dernières décennies, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Dernière diapositive avant de vous laisser tranquille. Un petit coup de pub aussi pour mon laboratoire, parce qu'on travaille beaucoup sur ce sujet, et on s'intéresse notamment à la plus grande crise de tous les temps, il y a 252 millions d'années, la crise Permien-Trias. Alors, dans la littérature et puis sur Internet, quand on vous parle de cette crise, c'est un écocide majeur, vous l'avez vu, hein, c'est vrai que la vie a failli disparaître à cette époque-là, et on présente le monde terrestre et marin comme étant un désert d'espèces. Ce qui a dû avoir lieu il y a 252 millions d'années. Ça va très très mal à cette période-là. Cela dit, la question que l'on se pose, c'est après un événement, et ça nous concerne aussi aujourd'hui, c'est aussi que je finis par ça, c'est un peu d'actualité, combien de temps faut-il pour que la diversité récupère et peut-être même réatteigne un niveau à peu près équivalent en termes de diversité? Pour la crise Permo-Trias, il a été proposé une durée minimale de 10 millions d'années et une valeur plus ou moins maximale de 40 millions d'années pour s'en remettre. Donc ça laisse déjà à réfléchir. Alors, avec Arnaud Braillard, là, qui pilote un projet depuis quelques années, on va aux États-Unis, on va explorer des sites qui sont âgés de 250 millions d'années ou 251, c'est-à-dire juste après cette extinction, qui est suivie elle-même par une autre extinction assez importante, et on est juste après ce double coup près, hein, la grande crise ici, plus une petite qui s'intercale là, et on est juste après, pour savoir justement ce qu'on devrait trouver ou ne pas trouver. Alors on fouille dans plusieurs gisements, et là je vous emmène sur une petite route de l'Idaho, tout près d'une ville qui s'appelle Paris. C'est tout près de Lausanne et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Paris, Genève, Lausanne et Genève. C'est un petit quartier très américain dans l'Idaho. Et sur ce petit bord de route, vous avez un affleurement, et en cherchant dans ces affleurements, dans les dernières années, la dernière décennie, nous sommes donc 1,5 million d'années après cette grande extinction. Voilà les fossiles que l'on trouve dans les océans de cette mer triassique post-extinction. Alors vous reconnaîtrez peut-être des ophiures, des sortes d'étoiles de mer ici, des dents de requin, des bivalves, hein, que vous les reconnaissez. Ça c'est une queue de homard. Vous avez d'autres mollusques céphalopodes, des petits représentants qu'on appelle des thylacocéphales qui ressemblent à pas grand-chose, et une reconstruction de ces fonds marins juste après cette plus grande extinction, alors juste à l'échelle des temps géologiques, hein, 1,5 million d'années plus tard, ça ressemble à ceci. Donc ça c'est très intéressant parce que ça nous montre que sur les premières estimations de 10 à 40 millions d'années, on se rend compte que pour la plus grande crise et au moins à l'échelle régionale, on en connaît plusieurs sites maintenant sur 3 États et sur un intervalle qui couvre 2 millions d'années. Les écosystèmes marins soit ont été peu perturbés, soit alors se sont rediversifiés très rapidement à l'intérieur et ont permis finalement un rebond de la diversité marine, au moins à l'échelle régionale, très rapide. Ce qui est un petit signal d'espoir, et on pensait avoir trouvé le summum, mais on avait un collègue chinois avec nous, et forcément, quand il est retourné en Chine faire des fouilles, il a trouvé non seulement un écosystème tout aussi diversifié, mais encore plus ancien, donc encore plus proche de cette méga extinction de la crise Permo-Trias. On va retrouver d'ailleurs des acteurs assez similaires, hein, puis même des représentants de la lignée des sélacantes, et beaucoup d'autres petites espèces, et qui montrent finalement que les travaux aux États-Unis ont montré que le délai était court, et ces travaux chinois viennent montrer que non seulement à l'échelle globale, mais en plus encore plus précocement qu'attendu, la vie a repris ses droits dans les écosystèmes marins après cette grande extinction.
Donc c'est quelque part un message d'espoir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit irresponsable. Quand on dit court à l'échelle géologique, ici c'est 1 million d'années ou 1,5 million d'années. Hein. D'accord ? On n'est pas à l'échelle de quelques siècles. Donc c'est sur ces paroles émouvantes que je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et évidemment, je suis venu de loin, c'était aussi pour répondre à vos questions et échanger avec vous ce soir si vous n'êtes pas trop fatigué. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Merci. Moi j'ai une question, mais c'est plus en lien avec le début de la présentation. Quand vous parliez d'identification des fossiles, oui. Vous utilisez quoi comme méthode exactement? Vous faites plus avec je sais pas, du séquençage d'ADN ou plus à l'œil? Alors c'est plutôt à l'œil. Le séquençage d'ADN, on peut l'utiliser pour les espèces actuelles. On peut éventuellement s'en servir, non pas comme un outil d'identification, mais comme un outil d'aide pour certaines espèces très récentes et très bien préservées dans des conditions particulières. Donc ça reste très anecdotique vis-à-vis de ce que je vous ai présenté ce soir. On ne va pas représenter l'histoire du vivant avec ces identifications ADN. C'est un outil très intéressant. Il y a d'autres molécules d'ailleurs qui nous intéressent en ce moment, le collagène notamment, mais on ne pourra pas identifier les espèces sur ce facteur-là. Donc effectivement, ça va être à l'œil, à l'expertise. Alors on ne fait pas ça simplement au feeling. Évidemment, on a des bases de données. Et la base de données de référence que l'on a, c'est l'actuelle. C'est aussi pour ça que les collections de paléontologie et de zoologie sont toutes au même endroit ici dans ce musée. C'est aussi parce que quand on ouvre un tiroir avec une coquille fossile et qu'on veut savoir à quelle famille elle appartient, on va forcément la comparer avec des espèces actuelles qui appartiennent, lorsque c'est le cas, à des groupes apparentés, voire le même groupe. Et puis de proche en proche, on va pouvoir distinguer ces espèces. Pour les espèces actuelles, on a l'outil moléculaire, comme vous l'avez dit, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. On a des motifs colorés, on a des poils, des plumes, bref, on a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément présentes ou rarement présentes chez les fossiles. Et donc on va se concentrer essentiellement sur l'aspect des squelettes, les caractéristiques que l'on observe sur les coquilles, les squelettes que l'on peut étudier. C'est une des limites de l'approche paléontologique, c'est qu'on connaît beaucoup moins bien l'anatomie des vers ou des annélides, des vers de terre ou des vers de mer ou des limaces de mer d'il y a 100 millions d'années que des mollusques avec des coquilles robustes et sur lesquels on a des caractères. Donc l'histoire que l'on raconte, ça c'est on a fait plusieurs tests dessus, mais c'est essentiellement l'histoire de la partie du vivant qui laisse des archives paléontologiques suffisamment denses et bien préservées, squelettisées, minéralisées, pour qu'on puisse en parler. Il y a des espèces qui de temps en temps font leur apparition, des espèces à corps mou par exemple, dont on a des traces. Elles sont très ponctuelles, on sait qu'elles sont là, on sait qu'elles sont présentes, que leur lignée est donc présente et se maintient jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est des espèces des lignées un peu fantômes. On n'a pas toute leur histoire évolutive, mais ponctuellement elles font des apparitions et on sait donc que le clade était présent, le groupe était présent. Donc voilà, c'est cet aller-retour, et puis des débats dont je vous passe les détails, mais forcément des conflits sur non, il faut prendre ce bout d'oreille, non, plutôt ce bout d'os, non, plutôt ce caractère, cette pointe sur la coquille, cette strie, ce machin. Mais en général, on arrive à une définition morphologique de l'espèce, une définition de la forme d'une coquille ou d'un squelette, et qui nous permet de faire des grands tas. Et les plus petits tas qu'on arrive à faire, ce sont les espèces fossiles. Peut-être pas équivalentes à des espèces actuelles, mais en tout cas, ce sont bien des entités minimales sur lesquelles on arrive à faire des regroupements et une identification propre, avec de la variabilité à l'intérieur. On est bien des Homo sapiens, mais on est tous différents, donc il faut savoir calibrer un peu la variabilité intraspécifique et après la variabilité entre ces entités. Quand elles sont trop éloignées, on en fait deux espèces différentes. Ce n'est pas du tout un travail facile, c'est un travail laborieux qui prend beaucoup de temps. Dans l'actuel, c'est pareil, les amis taxonomistes et systématiciens sont confrontés aux mêmes soucis malgré les outils dont ils disposent. Et c'est ce qui fait qu'on a un petit peu de retard à décrire les espèces. On n'est pas nombreux à avoir cette expertise, elle disparaît parce qu'il y a de moins en moins de gens capables de le faire. Et les espèces nous échappent rapidement. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est effectivement à l'œil que l'on fait ça. Une question de devant. Ou plusieurs. Merci, bonsoir. Encore merci beaucoup pour la présentation et pour l'effort pédagogique et ses remarques. Merci.
Oui, j'aurais donc trois petites questions qui peuvent être liées. La première, donc, elle est juste sur la forme. Lorsque vous nous avez montré le graphique du continuum des extinctions, oui. Pour ces différentes extinctions, est-ce que les données qu'on utilise concernent aussi simplement les animaux marins ou est-ce que ça peut être de diverses sources? Ça, c'est la première question. La deuxième, ça concerne le point sur lequel vous aviez insisté que des espèces, notamment de grande dimension, étaient plus sensibles aux extinctions. Est-ce qu'on s'intéresse aux espèces inféodées à ces grands spécimens bourgeois, comme par exemple les parasites, les autres, tous les micro-organismes qui vivent avec l'espèce et qui peuvent faire partie du lot du train d'extinction. Et la troisième idée, ça vient justement aussi de la même approche sur les grandes espèces. Est-ce qu'on aborde le sujet aussi au niveau de la biomasse, en fait? Quand on regarde les extinctions, est-ce qu'on regarde là? Absolument. Alors, ces trois questions, alors je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. La première, c'était pour le continuum. Le travail que je vous ai montré ici, là, de 2022, c'est un travail qui inclut toutes les données du domaine marin et du domaine continental. Donc c'est un ensemble de données qui sont évidemment triées auparavant, parce qu'il peut y avoir des données où des gens étaient plutôt un peu excités à l'idée justement d'identifier des espèces en mettant plein d'espèces, et donc on essaye de voir s'il n'y a pas des abus, entre guillemets, de limiter, de tamponner un petit peu des écarts qui sont purement analytiques, de vérifier que l'on échantillonne de manière répartie les données. Autrement dit, ce n'est pas juste un site américain ou un site chinois qu'on va compiler pour déterminer une courbe globale. On essaye de répartir l'effort d'échantillonnage sur plusieurs groupes, de prendre le même nombre statistique d'espèces dans chaque localité, chaque continent et chaque groupe. Donc toutes ces données-là, c'est des données qui sont globales et qui tentent de tamponner les aléas qui pourraient tirer le signal d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est une mesure qui reste taxinomique, c'est-à-dire c'est bien un comptage d'espèces, mais un comptage d'espèces sur lequel on enlève la variabilité qui peut être énorme et on essaye de la lisser au mieux. Et en faisant ça, on retrouve certains des signaux historiques, et puis certains, justement, sont plus ou moins atténués. L'autre phénomène intéressant de cette figure-là, c'est le fait que, comme je vous le disais, on s'intéresse de plus en plus à des extinctions intermédiaires. Pas des extinctions mineures, mais intermédiaires, d'intensité. On savait qu'elles étaient là. C'est comme le petit point qui survolait la petite courbe tout à l'heure. Il y avait un petit point. Il y en a quelques-uns qui étaient juste au-dessus de ou très proches de cette limite des 95%. Avec les données qui ont progressé pendant 5 ans, les informations, les liens de parenté, on revient sur ces extinctions et on essaye de les reconsidérer sur un jour nouveau. Les espèces ont été révisées, l'échelle de temps a été révisée, les méthodes pour estimer les taux d'extinction ont été améliorées, et donc on revient sur ces extinctions-là, et donc forcément, lorsqu'on les reconsidère, on se dit « Ouh là là, ça va être une extinction très intéressante », et en calculant son taux, elle revient dans le top 5, et elle vient décaler les plus grandes, qui sont traitées ici dans le même canevas analytique, hein, donc on reste bien dans la même méthodologie. Et je vous ai parlé des États-Unis pour finir. On étudie donc la plus grande extinction et juste après il y en a une autre qui était considérée modeste. Aujourd'hui on sait qu'elle est intermédiaire forte. Dans le milieu marin, c'est une des extinctions les plus importantes qu'on ait eues depuis la plus grande. Donc en fait elle vient se décaler petit à petit, là, depuis une dizaine d'années, elle ne fait que remonter dans le classement des extinctions les plus intenses. Donc il y a plusieurs phénomènes qui se combinent. En tout cas, la méthodologie est homogène et ça tient essentiellement compte de ces deux facteurs. L'intensité d'études d'extinction qui était un peu négligée par rapport aux Big Five, là, qui sont un héritage historique, scientifique, qui fait que on décale un peu et on permute les ordres de ces extinctions. Je ne sais pas si ça répond, si c'était le sens de votre question, mais... Ça répond complètement. Très bien. La deuxième. La fragilité des grands. La fragilité des grands, parlons-en. Alors,
ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas forcément la taille qui va être importante, c'est que forcément les organismes de grande taille sont des organismes qui, dans la pyramide écologique, occupent des positions qui ne sont pas forcément très basses. Ça va être des consommateurs primaires ou des grands prédateurs, par exemple. Ils ont un métabolisme qui peut être, et des périodes de reproduction qui sont très différentes des plus petits organismes, en général. C'est lié, ce sont des facteurs liés. En fait, la taille et la masse corporelle, c'est une variable contre laquelle beaucoup de paramètres physiologiques sont affiliés. Donc plutôt que de mesurer votre rythme cardiaque, votre taux de reproduction, etc., si on prend votre taille, on a déjà une estimation très simple. Il y a des courbes très simples qui existent notamment chez les animaux. Donc, comme c'est quelque chose de mesurable à l'état fossile et à l'état actuel, que c'est un paramètre qui est corrélé à beaucoup de variables physiologiques qui nous intéressent, on l'utilise comme une source d'évaluation de ces en tout cas, c'est un facteur qu'on va étudier en priorité. Et ce que l'on constate, effectivement, c'est que dans la majorité des espèces, les grands organismes sont potentiellement et très rapidement éteints. Il y a d'autres raisons à cela. Les grands organismes tendent à avoir des populations qui sont plus petites que les petits organismes. Il y a moins d'éléphants qu'il y a de souris, pour le dire simplement. Et donc forcément, les populations à faible effectif sont plus fragiles vis-à-vis des extinctions, la répartition géographique est plus faible, etc., etc. Donc ils sont à risque pour ils prennent l'eau de toutes parts, en fait, les grands organismes. Et ce que les extinctions du passé et les extinctions actuelles nous montrent, c'est que ce sont effectivement des espèces qui tendent à disparaître très rapidement et parfois exclusivement. Pour l'extinction de l'époque des dinosaures, on a souvent entendu que les espèces supérieures à environ 10 kg avaient toutes disparu. Ce qui n'est pas complètement faux. Alors le 10 kg, on peut le négocier, mais finalement, il n'y a pas de grande espèce que l'on connaisse qui ait franchi cette limite. Donc c'est le genre d'information qui nous intéresse. Pardon, je me suis trompée en fait, c'était très intéressant. Alors ça c'était la troisième, mais c'est pareil, la deuxième. C'était le cortège qui accompagne... Oui, les petits. Parlons-en. Alors, on arrive à s'intéresser aux petits lorsque ces petits laissent un registre fossile ou que l'on fait des suppositions. Alors on peut le faire, mais sur des périodes plutôt récentes. Les archéologues le font, on peut le faire en paléoanthropologie. Par exemple, on étudie les poux ou les tiques qui ont suivi certains de leurs hôtes, notamment les espèces humaines dans leur déplacement, par exemple. Maintenant, pour le T-Rex, on sait qu'ils étaient parasités, par exemple, les dinosaures, on connaît des parasites, mais leur fossilisation, leur nombre, leur mode de vie est tellement ponctuel, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir quantifier ou imaginer cela. Cela dit, vous avez tout à fait raison, les chiffres qu'on vous montre, c'est la disparition d'une espèce, et quand on les compte comme des bâtons séparés, comme des pièces de monnaie, on ne les compte pas comme le petit réseau écologique que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'on n'a pas toutes les boules ni tous les liens qui unissent ces espèces dans les assemblages fossiles. On arrive à modéliser certains d'entre eux, mais globalement, on a trop de trous pour faire un réseau trophique, un réseau écologique. Cela dit, on sait bien que les écosystèmes du passé étaient construits de la même manière et avaient bien des réseaux, il y avait des espèces qui en parasitaient d'autres, certaines qui en mangeaient d'autres, donc forcément il y avait des liens. Donc ce que nous avons, nous, avec des espèces identifiées, avec des squelettes qui disparaissent ou qui apparaissent, elles ont forcément derrière elles un cortège silencieux, non quantifiable, mais elles emmènent avec elles un paquet d'espèces, absolument. Les espèces spécialisées dans les relations de parasitisme, de commensalisme ou bien de prédation disparaissent forcément avec leur proie ou leurs hôtes. Mais ça, c'est des courbes minimales que l'on vous présente toujours. Mais c'est vrai que c'était bien de le rappeler. Merci pour cette deuxième question bis. La troisième question, c'était de la même façon, est-ce que vous aviez étudié la partie biomasse, pour essayer d'évaluer si c'était ça, de vivant. La biomasse. Il y a eu des tentatives de fait pour les extinctions dans le registre fossile. Pour certaines espèces, la biomasse se calcule assez facilement. Pour les mammifères, on a des bonnes estimations de la masse corporelle. Pour certains mollusques aussi, pour d'autres groupes, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, le registre fossile vous donne une idée de la diversité, éventuellement de la densité de certaines populations, mais à l'échelle mondiale, la fossilisation restant un phénomène exceptionnel, on a du mal à l'identifier. Donc, il y a eu des tentatives qui ont été faites, mais les barres d'erreur associées sont très très grandes.
Ce que l'on sait en revanche, c'est que pour les extinctions aujourd'hui, on est dans des changements de biomasse très très importants. C'est ce qui a dû se passer dans les extinctions précédentes, mais on n'a pas forcément de données très fortes pour le soutenir. Mais il y a eu un chiffre que l'on donne aujourd'hui pour les extinctions, hein, notamment, c'est, enfin pour les extinctions pour la nature actuelle, chez les grands mammifères, le grand groupe des vertébrés à poils auxquels nous appartenons, aujourd'hui, 80% de la biomasse est représentée par seulement 5 espèces, qui sont les 5 espèces que nous utilisons depuis l'élevage, avec le porc, avec le etc. Donc on est dans un déséquilibre complet. En fait, la biomasse n'est pas du tout répartie actuellement, elle n'est pas du tout répartie comme elle devrait l'être et comme elle l'a été au cours des temps révolus. Donc c'est un critère qu'on rêve d'utiliser, mais pour lequel on n'a pas beaucoup de données, malheureusement. On pourrait le faire sur des groupes ciblés, ça existe, chez des gastéropodes, des bivalves par exemple. On a les tailles des coquilles, on connaît le poids de l'animal, et puis ça c'est assez facile à identifier. À l'échelle de l'ensemble des temps géologiques et pour tous les êtres vivants, c'est beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup. Autre question ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me joins à mes collègues pour vous féliciter pour la présentation. Je vous remercie. Moi j'avais 2 questions, pas forcément liées avec la présentation, plutôt sur le métier que vous faites, sans peut-être naïf, mais... Alors la première c'est... en fait vous nous avez montré à la fin les photos aux États-Unis là. Oui. Je me demandais si vous avez des sites pour étudier les extinctions en France, quand vous n'avez pas de sous pour partir. Alors ça c'est une très bonne remarque. Ça nous arrive souvent. En France, oui, on peut étudier les extinctions. Alors il y a plusieurs zones. Une grande partie du calendrier géologique, notamment dans le Jurassique, a été définie sur des zones, et au Crétacé d'ailleurs, ont été définies sur des gisements français. Qui servent de référence encore internationale. Donc on a pas mal de zones dans lesquelles on change d'état géologique, et si on change d'état géologique, c'est parce qu'on a vu une rupture dans les faunes ou dans les flores fossiles. Donc la réponse est oui, il y a beaucoup de zones potentielles en France sur lesquelles on a des limites. Après, pour les extinctions en masse comme celles que je vous ai présentées ici, leur nombre est très limité sur le territoire français. Vous connaissez peut-être Bidart, hein, dans le sud-ouest de la France, où on a la limite Crétacé-Tertiaire et cette fameuse couche à iridium là, qui est préservée, ou qui était préservée. Donc on a quelques endroits où on arrive à voir ces limites, des limites de grande extinction, et puis après des limites d'extinction pour certains groupes seulement, mais qui sont suffisantes pour dater et organiser le calendrier géologique et stratigraphique. Cela dit, les études en ce moment sont pas forcément très intenses sur ces sites-là, soit parce qu'ils sont protégés, soit parce qu'ils sont moins ou peu accessibles, et parce que ça demande un travail absolument phénoménal de calibrer tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'il y a après, vérifier qu'on ne se trompe pas. Si la roche est un peu plus molle et facile à creuser en dessous et qu'elle est plus dure au-dessus, il faut qu'on compense ce genre de biais. Donc forcément c'est très compliqué, mais ça s'applique à tous les travaux que je vous ai appliqués ici. Donc oui, on peut étudier les extinctions en France. Après, si vous voulez vous intéresser à la limite du Permien dont je vous ai parlé ici, c'est la Russie ou la Chine par exemple, où ces roches sont particulièrement bien documentées. On a ces changements de période aussi dans le patrimoine géologique français qui est très riche, mais on ne va pas avoir la résolution suffisante pour parler d'extinction. On va avoir des paysages et on va avoir un autre paysage juste après parce qu'on n'a pas forcément une grande documentation entre les deux. Donc si l'objectif c'est de voir comment la vie a changé avec différentes photographies de paysages différents, oui, la France en est pleine et on en est très riche de ça. Si c'est pour étudier les mécanismes d'extinction très haute résolution, il n'y a que quelques endroits qui s'y prêtent et ils sont peu nombreux sur le territoire. Okay, merci. Et si je peux me permettre une deuxième question. Oui. En fait, c'est pareil, c'est que en fait, je ne visualise pas exactement comment vous fonctionnez dans les labos parce que venez. Quand j'étais jeune sur la paléontologie, j'ai l'impression qu'il faut être bon en anatomie, en géologie, en chimie, et du coup, vous êtes bon, vous êtes des pros dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes spécialisé et c'est très interdisciplinaire? Alors, vous avez terminé votre question par le mot-clé. C'est
En science en général, il vaut mieux être interdisciplinaire, mais la paléontologie, elle l'est intrinsèquement. C'est l'étude des êtres vivants préservés dans les roches, donc forcément il faut connaître les roches, donc avoir un solide bagage en géologie. Et puis forcément après, il y a un bagage tout aussi gros, voire plus gros, qui concerne la biologie, l'écologie, l'anatomie, qui fait qu'on est déjà à la base une science fondamentalement pluridisciplinaire. Aujourd'hui, et puis ce n'est pas la directrice du MOB qui me contredira, pour étudier des fossiles, vous allez les regarder sur votre paillasse, mais on va pouvoir utiliser des techniques d'imagerie, vous allez pouvoir les passer au CT scan, vous allez pouvoir faire de l'imagerie multispectrale, bref, vous allez toucher à des domaines qui sont issus du domaine médical et puis qui font appel à de la physique. Vous allez faire des analyses géochimiques qui font appel à de la chimie, à de la physique-chimie même. Et puis, donc forcément, si vous voulez aller plus loin dans votre recherche, il va falloir aussi aller creuser dans des disciplines qui ne sont pas forcément votre cœur de métier, mais sur lesquelles il va falloir forcément se former, s'informer, avoir un regard critique et puis travailler avec des gens dont c'est la spécialité. Donc le travail seul de cabinet dans un cabinet scientifique à la Cuvier, ça s'est révolu depuis très longtemps. Et aujourd'hui, non seulement parce qu'on nous y pousse pour récupérer de l'argent pour aller faire notre recherche, mais aussi parce que c'est fondamentalement ancré dans la démarche scientifique, il faut être effectivement pluridisciplinaire. Quand c'est pas polyglotte, mais en tout cas il faut être ouvert à plusieurs domaines de recherche et être curieux. Mais finalement, si vous embrassez une carrière de scientifique, c'est parce que vous êtes curieux et que vous vous posez plein de questions, et que ce soit sur la biomasse, la physique, les CT scans, la chimie, les extinctions actuelles, les espèces invasives ou autre chose, tant que vous êtes curieux, vous allez forcément aller titiller des domaines qui ne sont pas votre cœur de métier. Moi, il m'arrive souvent de me demander ce que c'est que mon cœur de métier. J'étudie autant les escargots dans les milieux urbains que les extinctions en masse il y a des millions d'années. Et finalement, ça englobe le vivant et son évolution, sa plasticité, ses réponses aux changements environnementaux. Mais c'est forcément une démarche qui est pluridisciplinaire. De là à dire qu'on est bon en tout, ça c'est un jugement de valeur sur lequel je ne m'aventurerai pas. Merci.